Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de votre fidélité. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce dimanche matin sur le plateau de Sagesse bouddhiste. Nous allons nous arrêter sur une notion commune aux différentes traditions du bouddhisme, qui est celle des mérites, et plus précisément aujourd'hui dans le bouddhisme tibétain. Si ces actions positives, aux conséquences heureuses, doivent apporter du bonheur et du bien-être dans le monde, elles sont intimement liées au karma et à l'expression de la sagesse. Mais que désigne-t-on plus précisément par mérite dans le bouddhisme tibétain ? Pourquoi est-ce si important et quels sont les différents types de mérites ? C'est ce que je vous propose de voir dès à présent avec notre invité. Karma Trina Rinpoché, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes maître dans la tradition Karma Kagyu. C'est à l'âge de 3 ans que sa sainteté, le 16e Karmapa, vous a identifié en tant que Tulku. Vous êtes d'ailleurs l'un des seuls occidentaux de ce rang. Durant plus de 20 ans, vous avez suivi l'enseignement de nombreux maîtres importants, notamment celui de Kalu Rinpoché. Vous avez suivi par la suite une formation universitaire occidentale en philosophie, dans les sciences historiques et philologiques. Et aujourd'hui, donc, vous enseignez aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Alors, pour commencer, pouvez-vous nous dire ce que sont les mérites dans le bouddhisme tibétain ? Déjà, je pense que ce soit le bouddhisme dans son ensemble, la notion de mérite est intimement liée à l'idée de nos actes, c'est-à-dire, donc nous distinguons par exemple dans le bouddhisme, quand on parle de karma, on parle d'un acte motivant, c'est-à-dire les pensées, les intentions, et ensuite les actes motivés, c'est-à-dire nos actes du corps et de la parole. Et selon la nature de cet acte peut être considéré comme heureuse ou positive, c'est-à-dire qui va donner un résultat heureux pour celui qui commet cet acte, qui accomplit cet acte. Il va éprouver un bien-être, ou bien cet acte peut être de nature négative, et dans ce cas-là, il va éprouver du mal-être et de la souffrance. Dans l'ensemble, l'idée, c'est que dès lors qu'on est dans la confusion, c'est-à-dire du point de vue du bouddhisme, on distingue les êtres dans la confusion, donc tous les êtres humains, les animaux, etc. Et ils sont dans la production ils sont dans l'agissement, ils commettent des actes positifs ou négatifs qui vont déterminer ce qu'ils sont et ce qu'ils vont devenir, ce qu'ils vont éprouver dans le futur. Et le mérite, c'est en quelque sorte cultiver toutes les dispositions heureuses qui vont apporter bien-être dans cette vie et pour nous dans nos vies futures, mais c'est aussi les actes qui ont une conséquence bénéfique pour les autres. Et particulièrement dans le grand véhicule et dans le Vajrayana qui caractérise ce que l'on appelle communément le bouddhisme tibétain, qui est en fait le bouddhisme Mahayana Vajrayana. Le mérite est très important dans son action à œuvrer pour les autres. Donc le Mahayana se caractérise par le fait de cultiver l'amour, la compassion universelle et de développer une action positive pour les autres. Et en ce sens, d'atteindre non pas l'éveil simplement pour s'affranchir de la souffrance soi-même, mais aussi que cet éveil est une conséquence heureuse et perpétuelle pour tous les autres êtres. Et le mérite produit cela. Alors, quels sont plus précisément les différents types de mérites ? Donc, il y a un certain nombre d'actions, si on peut dire, qui sont considérées comme méritoires. Donc, par exemple, dans le bouddhisme Mahayana, on peut résumer l'ensemble des pratiques dans ce que l'on nomme les 6 paramitas, 6 vertus, qui sont la générosité, la discipline éthique, morale, la longanimité ou patience, l'enthousiasme, la méditation et la sagesse. D'entre ces 6 vertus, les 3 premières sont essentiellement cause de production de mérite, c'est-à-dire ils ne produisent pas directement l'éveil, mais permettent de créer les conditions pour soi d'accéder à l'éveil. Et aussi, c'est une manière par laquelle on peut à présent œuvrer pour le bien des autres et aussi créer en quelque sorte cette capacité
d'avoir un bienfait perpétuel pour les autres êtres sensibles lorsque l'on atteint l'éveil parfait. C'est ça la théorie, du moins. D'accord, donc ce sont donc les conséquences de l'accumulation des mérites, plus concrètement. Voilà. Et alors, on dit également que sans accumuler de mérites, on ne peut pas accéder à la sagesse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Donc, pour bien comprendre la notion de mérite, il faut, comme je vous disais, pas simplement penser à l'acte physique et verbal, c'est avant tout l'intention, la motivation qui est extrêmement important. Et par essence, pour bien comprendre le mérite, c'est bien de comprendre ce qui n'est pas méritoire. Donc, par exemple, quand on éprouve de la haine, à cet instant même, on éprouve un mal-être. Et tout ce que l'on fait sous l'impulsion de la haine sont des actes de violence, soit par la parole, par exemple, des insultes, médisances, par les gestes de frapper, tuer, faire du mal à autrui. Et donc, ces actes produisent du mal-être pour soi et pour autrui. Donc ça, c'est la nature d'un acte négatif. Et ce qui sous-tend cet acte, la haine peut s'élever en mon esprit parce qu'il y a un attachement à soi et il y a un intérêt pour soi. C'est par peur pour soi que l'on développe, par exemple, cette attitude négative, d'aversion, de haine, etc. C'est dans une sorte d'impulsion pour se protéger soi. Et il y a une autre impulsion, par exemple, pour soi, donc c'est l'envie, le désir, l'attachement. Donc tout cela aussi vient de l'idée, le sentiment de soi, de l'attachement à son ego, à sa personne. Et donc le mérite est en quelque sorte quelque chose qui va au contraire, c'est-à-dire dès lors qu'il y a une pensée positive, à ce moment-là, même on éprouve du bien-être et toutes les actions qui suivent sont heureuses, apportent un bien-être. Ainsi, par exemple, c'est les actes désintéressés, les actes d'amour, de compassion. Donc, c'est avant tout la motivation. Et donc, le lien, pour revenir à votre question avec la sagesse, c'est que en cultivant l'amour, la compassion, en fait, on cultive une attitude désintéressée, une attitude où on fait abnégation de soi, où on pense d'abord aux autres. C'est ça la compassion qui s'appuie sur l'affection pour les autres, comprend la souffrance des autres et peut agir pour le bien des autres, c'est la compassion. Et donc cet effort, en fait, de quelque part un peu changer cette habitude égoïste, nous amène en fait à un état libre d'ego. Et donc c'est cela qui est en lien avec la sagesse. La sagesse, c'est le dépassement de l'ego. Donc on peut dire en ce sens que cultiver ces attitudes vertueuses sont un effort d'exprimer des qualités innées de notre esprit qui ne sont pas entaché de l'ego. Donc c'est vraiment un couple indissociable, le mérite et la sagesse, les deux vont ensemble tout le temps. Sont liés. Ce que nous disons, c'est que si l'on cultive les mérites seuls, c'est-à-dire si on s'efforce à pratiquer la générosité, la discipline éthique, la longanimité, par exemple, cela n'est pas suffisant pour nous permettre d'atteindre l'éveil. Il faut que cette pratique soit associée à la sagesse. Donc, ce n'est pas comme si le mérite et la sagesse étaient deux choses séparées, c'est deux choses qui sont intimement liées. Aussi, par exemple, la pratique de la générosité ne peut être véritablement parfaite que s'il est associé à la sagesse. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, on peut pratiquer la générosité, être généreux, mais faire cela pour que l'autre nous aime, ou bien faire cela parce que nous voulons être connus et respectés. Quand c'est intéressé. Donc là, c'est une générosité intéressée. Donc quand la générosité est vraiment désintéressée, c'est fait par une intention bénévole, voulant apporter un bien, voulant réellement sans aucun intérêt. Et cela est possible parce qu'on éprouve réellement de l'affection et de la compassion. Et dès lors, c'est cela la pratique de la générosité. Donc en fait, la vraie pratique de la générosité, ça se passe d'abord dans l'esprit, dans l'intention, et c'est cette intention qui permet de pouvoir l'exprimer ensuite en acte.
Alors, en préparant cette émission, vous parliez de quelque chose que je trouvais très intéressant, c'était la valeur de l'exemplarité qui rejoint justement ces fameux mérites. Voilà, donc l'idée, c'est que, tant que l'on n'a pas atteint l'éveil, on est susceptible d'éprouver le mal-être, et un mal-être très important, douleur et souffrance. Mais pour pouvoir s'en affranchir, il nous faut donc cultiver le mérite et la sagesse. Alors maintenant vient l'idée, cela peut paraître un peu égoïste, c'est-à-dire on fait cela pour soi. Donc vient ici la question de comment est-ce que l'on œuvre pour les autres. Donc, on peut très bien dire, je vais faire quelque chose pour les autres, je vais donner aux autres, etc. Et c'est cela l'activité altruiste. Mais l'on considère en quelque sorte que si l'on ne développe pas soi-même une réelle affection, une réelle compassion, et que notre générosité n'est pas véritablement désintéressée, par exemple, alors notre capacité vraiment à aider l'autre est très limitée. Puisque aussi, on ne peut pas, atteindre l'éveil à la place de l'autre. Si j'atteins l'éveil, ça ne bénéficie pas à l'autre. Donc, il faut pouvoir inspirer l'autre pour que l'autre puisse aussi parfaire ce chemin et développer des mérites. Donc, la chose qui permet de développer le plus de mérites de façon très puissante, c'est d'éprouver une réelle affection, une réelle compassion, car c'est à ce moment-là que le sentiment de désintérêt, d'abnégation s'exprime. Et cela, chacun d'entre nous est capable d'exprimer cela. Si, par exemple, on fait vraiment preuve d'abnégation et don de soi, l'autre va être touché et va à ce moment-là exprimer lui-même aussi de l'affection et de la compassion, et dès lors va lui aussi développer du mérite. La méditation, c'est essentiellement un travail de concentration, de développer le calme intérieur, mais aussi la clarté et un degré de félicité. Généralement, c'est plus lié, associé au développement de la sagesse. C'est en quelque sorte ce sur quoi la pratique de la sagesse s'appuie. Mais dans toute œuvre dite méritoire, il faut que l'on soit appliqué et déterminé, que l'on ne soit pas distrait. Par exemple, si je cultive de la générosité, mais j'en suis rapidement distrait, je ne peux pas parfaire cette activité. En ce sens-là, la méditation aussi peut être associée aux pratiques dites méritoires. Je vous remercie infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous. Avant de nous quitter, voici quelques pistes de lecture que nous vous proposons. Un chemin de sagesse de Lama Jigme Rinpoche aux éditions Rapsel. Ce livre propose un aperçu simple et abordable de la voie bouddhique selon la tradition tibétaine Kagyu. Loin des clichés, cet ouvrage conduit à une lecture différente de la vie quotidienne et des situations que chacun rencontre. Aux sources du bouddhisme de Liliane Silburn aux éditions Fayard. Vous y retrouverez des extraits des grandes œuvres traditionnelles de l'Inde, du Tibet, de la Chine et du Japon qui nous permettent de découvrir le bouddhisme à sa source, en montrant qu'il ne se réduit pas uniquement à une philosophie, une morale ou à une sagesse, mais qu'il s'agit bien d'une véritable expérience. Et enfin, Bouddhisme au quotidien, de Nathalie Chasserio, édition Hachette. L'auteur nous propose ici de précieuses clés pour être mieux avec soi et les autres, en explorant différentes notions comme le karma, l'impermanence, la compassion, et en nous invitant à mettre en pratique les leçons du bouddhisme dans la vie quotidienne. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir pendant toute une semaine sur le site internet de France 2 en consultant plus.fr. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une très, très belle journée.